Le pouvoir de la chambre, le désir comme arme. Elles n'ont pas attendu qu'on leur offre, elles se sont emparées de ce qui leur était dû. Les femmes les plus dangereuses de l'histoire. Elles ont renversé des rois. Elles ont façonné le destin des empires. Qui sont-elles? Des victimes de leur beauté. Ou les plus géniales des joueuses. C'est l'histoire de celles qui ont captivé le monde, et qui continuent de le faire aujourd'hui. Le rideau s'est levé sur une nouvelle arène de la séduction. Non pas dans les boudoirs poussiéreux ou sous le voile d'une nuit de velours, mais dans l'abîme scintillant du monde numérique, à cette époque où chaque pixel peut devenir une arme. L'art de la séduction est passé des mains des maîtres discrets à celles qui ont maîtrisé le langage des réseaux sociaux et des plateformes en ligne. Imaginez la scène, non pas le chuchotement des complots, mais le déclic de l'appareil photo d'un smartphone, non pas une tenue soigneusement choisie pour une sortie, mais un angle calculé au millimètre près pour un post sur le fil d'actualité. C'est une nouvelle réalité où les désirs s'achètent et se vendent en un seul clic. Et qui est l'héroïne de ce drame numérique? La courtisane moderne, mais sous une toute autre apparence. Elle n'attend plus de protecteur. Elle est sa propre productrice, réalisatrice et star. C'est une muse d'Instagram, une influenceuse. La maîtresse de son propre royaume numérique sur des plateformes comme OnlyFans. Sa maîtrise ne réside pas dans le jeu subtil des sous-entendus, mais dans une parfaite connaissance de la lumière, des filtres et des algorithmes. Elle est l'architecte de sa propre image, créant avec virtuosité une vitrine du désir. Chaque élément de cette vitrine du regard espiègle sur un selfie aux commentaires ambigus en dessous est méticuleusement pensé. Ce n'est pas qu'une simple photo, c'est un appât. Pas un simple texte, mais un sortilège destiné à capter l'attention de millions de personnes. Et les enjeux sont incroyablement élevés. L'attention est devenue la nouvelle monnaie. Et ces sirènes numériques ont appris à la convertir en argent réel, en célébrité, en pouvoir sur les esprits. Elles monétisent non seulement leur corps, mais aussi leur personnalité, transformant chaque aspect de leur vie ou son imitation habilement construite en source de revenus. C'est un jeu sur le fil du rasoir, une performance constante exigeant des efforts incroyables, car la vitrine du désir doit être mise à jour chaque minute, entretenant la flamme de l'intérêt. C'est une course sans fin aux likes, aux commentaires, aux abords. Mais derrière l'éclat de cette liberté numérique se cache un terrible paradoxe. En proclamant leur indépendance et le droit de disposer de leur image comme elles l'entendent, ces femmes tombent à une autre dépendance non moins cruelle, la dépendance à l'égard de l'audience, dont les caprices peuvent en un instant détruire une image construite pendant des années. La dépendance aux algorithmes impitoyables des plateformes qui décident qui sera vu et qui sombrera dans l'obscurité numérique. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement l'argent, mais aussi la fragile estime de soi, l'identité même. Et la question la plus douloureuse, où se termine l'image et où commence la personne réelle? Dans ce jeu permanent où vous êtes à la fois la marchandise, le vendeur et la campagne publicitaire. Les frontières s'estompent, l'avatar absorbe la personnalité. L'être humain devient la fonction de son double numérique. C'est là que surgit la véritable déchirure dramatique. L'immense liberté d'autoprésentation se transforme en prison de sa propre popularité. Vous n'appartenez plus à vous-même, mais à vos abonnés, à vos algorithmes. Et dans cette cage dorée de likes et de commentaires, en gagnant le monde, on peut se perdre soi-même. C'est le prix de la nouvelle ère numérique de la séduction, une ère où la passion se vend en gros, et où l'âme devient monnaie d'échange. Oubliez tout ce que vous saviez. Oubliez les rues étroites et les enseignes vulgaires. Oubliez l'image de la femme acculée, se vendant par nécessité. Ce n'est pas notre histoire. Notre histoire, c'est celle d'une autre forme de pouvoir. D'un pouvoir qui n'avait besoin ni de couronne ni de trône. Celle de femmes qui, privées de droit de vote dans les parlements et les palais, ont façonné le destin des empires depuis des boudoirs emplis de soie, de parfums et d'une intelligence mortellement dangereuse. Nous parlons de courtisanes, pas de simples prostituées mais d'un phénomène. Imaginez une société où la femme n'a presque aucun droit. Son destin est décidé par un homme père, frère, mari. Elle est une marchandise, un objet de transaction. Une paria dans sa propre maison si elle n'appartient pas à une famille noble. Et si elle en fait partie, une cage dorée où chaque pas est dicté par l'étiquette et chaque pensée par les bienséances. Mais il y a celles qui ont refusé ce sort soumis. Celles qui ont trouvé une autre voie. Une voie qui passait par la séduction, oui, mais non comme une fin en soi, mais comme un instrument. Comme un art raffiné, poli jusqu'à la perfection. La séduction, entre leurs mains, n'était pas un simple attrait charnel. C'était une partie d'échecs jouée avec une froideur géniale et une passion simultanée. Chaque regard, chaque mot, chaque geste était calculé. C'était un apprentissage d'une vie entière. Elles étudiaient les langues, la littérature, l'histoire. Elles comprenaient mieux la politique que de nombreux ministres. Elles savaient écouter de telle sorte que les hommes les plus puissants du monde leur révélaient
leurs secrets, leurs peurs, leurs rêves. Et ce qui est le plus étonnant, elles savaient utiliser ce savoir, non pas pour un gain éphémère, mais pour acquérir un pouvoir authentique. Un pouvoir sur les esprits, sur les cures, sur les bourses, et parfois même sur des États entiers. Pensez-y, pas de droit de vote, pas d'héritage, pas de possibilité d'occuper de fonctions. Et pourtant une femme, seule contre le monde, bâtissait son empire. Son salon devenait un centre d'attraction, un lieu où se rencontraient philosophes et politiques, artistes et banquiers. De nouvelles idées y étaient débattues, des chefs-d'œuvre y naissaient. Des intrigues s'y ourdissaient. La courtisane devenait une médiatrice entre les désirs des puissants de ce monde et la réalité. Elle ne se contentait pas de satisfaire leur luxure, elle comblait leurs besoins de compréhension, de soutien, de conversation spirituelle, d'un refuge face au fardeau de leur propre grandeur. Elle était muse, conseillère, espionne, diplomate. Parfois la seule personne en qui ils avaient vraiment confiance. Quel était le prix d'une telle confiance? Immense. L'histoire des courtisanes, c'est l'histoire d'un pouvoir officieux. Un pouvoir qui a changé le cours des événements, non sur les champs de bataille, mais dans les somptueuses chambres à coucher, à travers oreillers et plumes, à travers des baisers empoisonnés et des étreintes salvatrices. C'étaient des femmes qui ont transformé l'opprobre en arme, la restriction en opportunité. Elles n'étaient pas des saintes, non. Elles étaient pragmatiques, ambitieuses, parfois impitoyables. Mais elles étaient bon sang, libres dans un monde où la liberté pour une femme était une audace inouïe. Elles construisaient leur vie selon leurs propres règles, risquant tout chaque jour que Dieu faisait. Et leur héritage, ce ne sont pas de simples chroniques scandaleuses. C'est la preuve que le véritable pouvoir, ce ne sont pas toujours les titres et les insignes. Parfois, il se cache dans le jeu subtil de l'esprit, dans l'art d'écouter, dans la capacité à faire ronronner le lion le plus puissant à vos pieds. C'était leur arène, et elles y ont brillé. Imaginez les salons scintillants des capitales européennes du XIIe siècle. Paris, Londres, l'éclat du cristal, le bruissement des robes de bal, le bourdonnement des voix de l'élite. Et au milieu de cette haute société, tels des oiseaux exotiques et éblouissants, elles virevoltaient les femmes du demi-monde ou demi-lumière. Non pas aristocrates de naissance, mais reines par leur influence et l'attention qu'elles suscitaient. C'étaient des actrices, des danseuses, des courtisanes, des figures publiques dont l'apparition à un bal ou à l'opéra provoquait non seulement l'intérêt, mais une véritable fureur mêlée de condamnation et d'envie. Ces femmes savaient transformer leur apparence et leur charisme en capital. Elles lançaient les modes, leurs scandales étaient débattus par toute la presse. Leurs liaisons amoureuses avec des hommes puissants devenaient des légendes urbaines. Souvenez-vous de la Paiva à Paris, une femme d'origine douteuse, ayant construit sur les Champs-Élysées un palais d'une opulence inouïe, où se réglaient des affaires d'État de première importance, ou l'incomparable Sarah Bernhardt, dont la passion sur scène et en dehors agitait les esprits. À Londres, on les appelait des kept women, des maîtresses entretenues, dont la vie était la vitrine du succès de leur protecteur. Mais derrière cet éclat se cachait une incroyable fragilité de leur position. Elles marchaient sur un fil au-dessus d'un précipice. Un faux pas, la perte d'un protecteur, le déclin de la beauté, et la déesse d'hier pouvait se retrouver à la rue. C'était une lutte constante, épuisante, pour une place au soleil, où la monnaie d'échange était le désir et l'admiration des hommes de la haute société. Que ressentaient-elles en entrant dans une salle où elles étaient jaugées du regard, de l'audace, de l'apport? N'était-ce pas seulement l'espoir désespéré de maintenir ce mirage de richesse et d'influence? Et voici que la ville éternelle cède la place à la lumière électrique, le bruissement des robes au ronronnement du projecteur de cinéma. Le XIIe siècle fait place au XE et l'Europe à l'Amérique. Les médias de masse apparaissent, journaux, magazines et surtout le cinéma. Et avec lui naît une nouvelle forme de femme publique, héritière du demi-monde, mais à une échelle bien plus vaste, la star. Les showgirls de Broadway et les premières actrices du cinéma muet. Leur visage, leur corps ne sont plus seulement sur scène ou en salon, mais sur les écrans, visible par des millions. La sexualité cesse d'être un instrument d'influence pour un cercle restreint d'élite. Elle devient un capital à une échelle inédite, un instrument de pouvoir sur la conscience des masses. Et de Barra, la première vampe, dont la sexualité exotique et prédatrice était une image soigneusement construite et vendue au public. Marilyn Monroe, un symbole de féminité à la fois idéalisé et tragique, dont la vie et la mort sont devenues partie d'un mythe global. Les écrans se sont transformés en autels sur lesquels de nouvelles déesses étaient érigées, sacrifiées. C'était la naissance de la culture des célébrités, où la personnalité est vendue comme une marchandise. Ces femmes ont acquis une renommée et une richesse inouïe, un pouvoir sur les rêves et les désirs d'un nombre immense de personnes. Mais quel en fut le prix? La même position fragile que celle de leurs prédécesseurs, seulement portée à son paroxysme. Désormais, leur vie, chaque pas, chaque sourire, chaque scandale était sous le regard impitoyable de millions d'yeux et d'innombrables appareils photos. Leur corps, leurs images appartenaient au public. La sexualité, devenue leur principal atout, les rendait en même temps incroyablement vulnérables. Elles étaient les projections des fantasmes masculins, des objets de désir et d'adoration,
Mais étaient-elles souvent vues comme des êtres humains? Des salons parisiens aux collines de Hollywood, cette histoire se répète. L'histoire de femmes qui ont utilisé le plus ancien des capitaux leur attrait pour s'élever. Acquérir pouvoir et gloire dans un monde où les règles étaient établies par les hommes. Ce fut un triomphe et une malédiction à la fois, une façade brillante et une lutte intérieure. L'histoire de la façon dont une image publique, créée à partir du désir et de la consommation, peu élevé au sommet du monde, ou précipité dans l'abîme. Et les enjeux de ce jeu ont toujours été incroyablement élevés. Imaginez les rues sombres étroites de l'Europe médiévale. Les villes étaient étouffées par les murs, l'air imprégné des odeurs de fumée, d'impureté et de peur. Et dans ce monde où l'Église dictait chaque pas, et où la vertu était portée à une hauteur inaccessible du moins pour les femmes existaient. Paradoxe flagrant, aux hommes même à ceux qui portaient la soutane, étaient permises les faiblesses de la chair. Mais où pouvait-il assouvir ses désirs pécheurs s'il ne se mariait pas? Et c'est là qu'elles apparaissaient, des femmes acculées dans des quartiers autorisés, souvent stigmatisées ou simplement n'ayant pas d'autre choix. Leur vie était un enfer sur terre, officiellement tolérée mais profondément méprisée comme un mal nécessaire. L'Église, qui combattait si ardemment le péché, le sanctionnait en fait, créant un ghetto pour ces parias. Quelle monstrueuse dualité! Mais même dans cette réalité grise, des nuances sont apparues. Une classe supérieure est née, les maîtresses de cour, pas de simples femmes des rues, mais celles qui avaient réussi à atteindre les lits des puissants de ce monde. Intelligentes, astucieuses, parfois même instruites, elles parvenaient à s'extraire de la misère, mais seulement pour se retrouver dans une cage dorée. Leur statut était aussi instable qu'un mirage dans le désert. Un mot de travers, une faveur perdue et elles pouvaient retomber, voire plus bas encore. Précisément ces femmes, osant penser, lire, avoir leur propre opinion, ont fait face à une nouvelle menace cauchemardesque, lorsque l'Europe fut saisie par la fièvre de la chasse aux sorcières. La femme indépendante et instruite devint la cible idéale. Elle lit, ce sont donc des livres de sorcellerie. Elle a un esprit vif, c'est donc une ruse diabolique. Imaginez cette horreur, toute manifestation d'intelligence, de beauté, de force de volonté pouvait devenir une sentence. Des milliers de femmes, dont beaucoup étaient simplement trop brillantes ou trop dérangeantes, furent brûlées sur les bûchers sous des accusations monstrueuses. La diabolisation de l'indépendance féminine atteignit son apogée. Mais la lumière apparut, l'ère de la Renaissance commença et avec elle s'épanouit Venise, ville brillante sur l'eau, centre de commerce et de culture, moins contrainte par les dogmes ecclésiastiques rigides de l'Europe continentale. Et ici, dans cette atmosphère de liberté et de richesse, naquit quelque chose de tout à fait nouveau, les courtisanes honest ou honnêtes courtisanes. Quel nom incroyable, paradoxal. Ce n'étaient pas de simples femmes de plaisir. Oh non, c'étaient des stars de la société hautement instruites, parlant plusieurs langues, versées en poésie, musique, philosophie. Leurs salons devinrent des centres de vie intellectuelle où se réunissaient artistes, écrivains, hommes politiques et même des papes. Imaginez la scène, non pas une sombre ruelle, mais un somptueux palazzo sur le Grand Canal. Une femme est assise, entourée des hommes les plus influents de la ville. Elle ne reste pas silencieuse dans un coin, elle débat de Tite-Live, cite Pétrarque, discute de politique. Elle ne vend pas seulement sa beauté, mais aussi son intelligence, son esprit, sa connaissance du monde. Elle devenait muse pour les artistes, héroïne de poèmes, influençait les goûts et la mode. Leur influence sur l'art, la littérature et même la politique était immense, bien qu'elle ne fût pas toujours ouvertement reconnue. Leur position était brillante, mais terriblement fragile. Leur statut dépendait de leur beauté, de leur jeunesse, de leur protecteur, de leur capacité à naviguer dans un monde impitoyable. Elles vivaient sous une tension constante, adorées et maudites à la fois. La société les admirait, les utilisait, mais ne les acceptait jamais pleinement. C'était une vie sur le fil du rasoir, une vie où la richesse et la gloire pouvaient en un instant se transformée en honte et en misère. Mais, malgré cette dualité sociale et cette menace constante, ce sont elles qui sont devenues le symbole d'une indépendance féminine étonnante, dangereuse et absolument nouvelle à l'époque de la Renaissance. Du mal nécessaire du Moyen Âge aux reines brillantes, nées vulnérables des salons de Venise. Leur parcours fut un témoignage dramatique du rôle changeant de la femme dans l'histoire. La cour de France, un spectacle éblouissant. De l'or, du velours, des diamants, une succession infinie de bals et de cérémonies. Mais derrière cette façade de grandeur et de manière se cachait un véritable labyrinthe d'intrigues, et le pouvoir était parfois tenu, dans ses mains délicates, par celles qui n'avaient aucun droit officiel à cela. Il s'agit d'un phénomène, peut-être unique à la France, celui des favorites royales. Ces maîtresses en titre, dont le lit n'était pas seulement un lieu de passion, mais aussi le centre de l'univers politique. Imaginez, dans un monde où les femmes étaient privées de tout levier de pouvoir formel, où leur destin était déterminé par le mariage ou le couvent. Elles apparurent des reines sans couronne, des ministres sans portefeuille, dirigeant le destin du pays depuis les chambres à coucher des rois. Ce n'était pas une simple liaison, c'était une institution, un État dans l'État.
où les enjeux étaient incroyablement élevés, de la nomination des cardinaux à la déclaration des guerres, de la distribution des richesses à la formation des goûts de toute une époque, et malheur à qui sous-estimait cette force. Prenons, par exemple, Diane de Poitiers sous Henri I. Elle était plus âgée que le roi, mais sa beauté et son esprit vif captivaient non seulement son cœur, mais aussi son esprit. Imaginez cette dame majestueuse dans des parures somptueuses, parfois ornée du symbole de la lune, son emblème personnel, opposé au soleil du roi. Elle ne se contentait pas de murmurer des mots d'amour à l'oreille d'Henri. Elle lisait les documents d'État. Elle signait des décrets avec le sceau royal. Elle influençait la politique étrangère, nommait et révoquait les ministres. C'était une alliance politique déguisée en passion, et Diane régnait tant que son roi l'aimait. Mais comme ce pouvoir était fragile, un mot de travers, une âme envieuse, un regard éteint, tout pouvait s'effondrer. L'atmosphère à la cour de Louis Xi, le roi Soleil, était encore plus tendue. C'était un véritable volcan de passion et de lutte d'influence. La marquise de Montespan, éclatante, brillante, mère de plusieurs enfants du roi. Ses salons regorgeaient d'esprit et de luxe. Elle baignait dans la richesse et le pouvoir, dictant la mode, patronnant les arts, participant aux intrigues les plus sordides. Mais même elle n'était pas à l'abri d'une chute. Elle fut remplacée par Madame de Maintenon, une gouvernante des bâtards royaux. D'apparence modeste et pieuse, son arme n'était pas une beauté éblouissante, mais une influence tranquille, constante, presque maternelle. Deux femmes, deux styles de pouvoir, l'une qui exigeait attention et adoration, l'autre qui préférait rester dans l'ombre, soumettant lentement mais sûrement la volonté du monarque le plus puissant d'Europe. Ce n'était pas qu'une lutte pour le cœur du roi, c'était une guerre pour l'âme de la France. Transportons-nous à l'époque de Louis XV, le temps des Lumières, le temps des idées nouvelles, mais à la cour, ce sont toujours les mêmes jeux anciens. Ici, la marquise de Pompadour brillait, incroyablement éduquée, protectrice des philosophes et des artistes. Une femme dont le nom est devenu synonyme du style français. Elle n'était pas une simple favorite, elle était la ministre culturelle de la France. La porcelaine de Sèvres, l'école militaire, la place de la Concorde, de nombreux symboles de cette époque sont apparus grâce à son goût et son influence. Mais quel fut le prix de ce pouvoir? Des attaques constantes, des calomnies, la nécessité de divertir constamment le roi, malgré une santé fragile et un épuisement émotionnel. Elle mourut au palais, accomplissant pratiquement ses devoirs jusqu'à son dernier soupir. Et Madame du Bagy, la dernière grande favorite, moins raffinée, plus ouvertement sensuelle. Son ascension provoqua une tempête d'indignation parmi la vieille aristocratie. Elle devint un symbole du déclin de la monarchie aux yeux de ses adversaires. Son destin fut le plus tragique, des années plus tard, lorsque la monarchie s'effondra. Ce fut l'ancienne maîtresse royale elle-même, symbole du régime Maï, qui fut envoyée à la guillotine. Ces femmes portaient un fardeau colossal. Elles étaient gestionnaires d'énormes fortunes, mécènes, façonneuses de destin. Dans un monde où elles n'avaient pas de voix officielle, elles créèrent leur propre voie vers le pouvoir, une voie dangereuse, pleine d'envie et de trahison. Elles n'étaient pas de simples maîtresses, elles étaient des ministres du cœur, dont les décisions et les goûts ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire et la culture de la France. Mais derrière l'éclat de leur succès se tenait toujours l'ombre de la tragédie, la fragilité de leur position et parfois la cruelle rétribution pour l'audace de défier le monde des hommes. Imaginez un monde où la beauté et l'intellect étaient les armes les plus puissantes, où l'art de la séduction était élevé au rang de haute science, et où le charme féminin pouvait déterminer le destin des empires. Nous nous plongeons au cœur de l'Asie, dans les quartiers où la lumière des lanternes se mêlait au parfum de la poudre de riz et des désirs interdits, les ikaku japonais, centre d'une esthétique raffinée et d'un érotisme étourdissant. Ici, derrière les paravents exquis et à l'ombre des cerisiers en fleurs, existait une hiérarchie complexe et cruelle. Au sommet de la pyramide siégeaient les warans, non pas de simples courtisanes, mais de véritables déesses de la séduction, maîtresses de chaque mouvement, de chaque regard, de chaque intonation. Leur art ne se réduisait pas à une banale satisfaction charnelle, c'était une danse de l'esprit et des sens, un jeu où le prix principal était le pouvoir absolu sur le désir de l'homme. Elles étaient inaccessibles, leur faveur se gagnait pendant des années, et chaque rencontre avec elles n'était pas une transaction, mais un rituel digne d'être décrit dans les mythes. Imaginez leur procession lente, solennelle, vêtue de kimono d'une beauté époustouflante, sur de hautes sandales, chaque pas résonnant d'un frisson dans le cœur de la foule. C'était une démonstration de statut, de pouvoir et d'une beauté inaccessible. Et à côté d'elles, les geishas. Ne les confondez pas avec les warans. Les geishas sont des maîtresses du divertissement, des compagnes au sens noble du terme. On ne les achetait pas pour des relations intimes, on les recherchait pour une conversation intelligente, pour apprécier la musique, la danse, la poésie. Elles étudiaient pendant des années avec une persévérance épuisante, maîtrisant non seulement les arts traditionnels, mais aussi l'art d'écouter,
de soutenir une conversation sur n'importe quel sujet, de créer une atmosphère de confort et de raffinement parfait. C'était un chemin non pas vers la richesse à tout prix, mais vers le respect par la perfection de leur art. Et aujourd'hui, au XVIe siècle, les geishas restent l'incarnation vivante d'anciennes traditions. Des gardiennes de la culture qui ont refusé de se dissoudre dans le rythme effréné de la modernité. N'est-ce pas stupéfiant? Transportons-nous maintenant sur le continent, dans la Chine ancienne. À l'époque des brillantes dynasties Tang et Song, là aussi, l'art du charme féminin prospérait, mais il prenait d'autres formes. Faites la connaissance des princesses de fleurs. Non, ce ne sont pas de simples beautés d'harem. C'étaient des femmes instruites, souvent issues de familles moins nobles, qui trouvaient leur place non seulement dans les maisons de thé, mais aussi dans les salons intellectuels les plus raffinés. Elles étaient des muses pour les poètes, des co-auteurs pour les savants, des participantes aux débats philosophiques. Imaginez la scène, les grands esprits de l'époque se réunissent, citent les classiques. Et à leur côté est assise une princesse de fleurs qui non seulement écoute, mais prend part à la discussion, improvise des poèmes, joue du sitar de manière à faire frémir le cœur. C'était une liberté d'expression incroyable, vertigineuse. Dans un monde qui entravait de plus en plus les femmes avec les chaînes de la morale confucéenne, leur influence était immense, parfois même effrayante. Elles n'inspiraient pas seulement l'art, elles le formaient. Leurs portraits sont immortalisés, leurs noms résonnent dans les plus grands poèmes. Et certaines, comme la légendaire Yang Guifei, favorite de l'empereur Xuanzong, s'élevaient à une hauteur si vertigineuse que leurs charmes influençaient non seulement le lit impérial, mais aussi les affaires d'État, les nominations de ministres, le début et la fin des guerres. La beauté était devenue une force politique capable d'ébranler le trône. Mais à quel prix? L'histoire de Yang Guifei est un tragique rappel de la fragilité d'une telle position. En fin de compte, accusée d'intrigues politiques et des malheurs du pays, elle fut victime du monde même qu'elle avait conquis par son charme, malgré la réprobation sociale croissante, malgré le moralisme et la volonté d'enfermer la femme dans le cadre familial. Ces princesses de fleurs ont laissé une empreinte indélébile. Elles ont prouvé que l'esprit et le talent féminin pouvaient briller intensément. Même dans les conditions les plus rudes, elles étaient un symbole de résistance, un symbole d'aspiration à la connaissance et à l'épanouissement personnel. Et les harengs japonaises et les princesses de fleurs chinoises, ce ne sont pas de simples pages d'histoire. Ce sont des témoignages de l'incroyable ingéniosité de la culture humaine à créer des systèmes où beauté, intellect et art s'entremêlèrent en un tout unique. Ce sont des histoires de femmes qui, se retrouvant dans le cadre rigide d'une société patriarcale, ont trouvé leur chemin vers l'influence, le respect et une reconnaissance, parfois tragique. C'était un monde où les enjeux étaient incroyablement élevés, et le prix de la beauté et de l'esprit pouvait être égal à la vie elle-même. Et ces histoires ne nous invitent-elles pas à réfléchir à la recherche éternelle de l'équilibre entre désir, pouvoir et art? Imaginez un ancien temple indien, non pas une simple construction de pierre, mais le cœur vivant et battant de la communauté, empli des parfums d'encens, du murmure des prières et de musique. Une musique et une danse qui n'étaient pas de simples divertissements ou rituels, mais le tissu même du lien entre le terrestre et le céleste. Dans ce monde vivaient les Devadasis, des servantes de la divinité, des jeunes filles et des femmes dédiées au temple dès leur plus tendre enfance, mariées à Dieu, dont le service était la plus haute forme de dévotion. Ce n'était pas un mariage ordinaire, c'était une dissolution complète de la vie dans le rythme des rituels du temple, dans les mélodies des hymnes sacrés, dans la perfection des mouvements racontant des histoires de Dieu, de batailles épiques et d'amour éternel. Elles étaient les gardiennes vivantes du Bharatanatyam, une danse classique dont la complexité et la profondeur sont encore saisissantes. Elles étaient des maîtresses de la musique. Leurs voix et leurs instruments emplissaient les salles du temple d'une harmonie divine. Elles portaient en elles une tradition millénaire, transmise de génération en génération, de maître à élève, comme un trésor inestimable. Mais leur statut est incroyablement complexe et tragiquement ambivalent. D'une part, des servantes sacrées, vénérées pour leur proximité avec les dieux, gardiennes du plus grand des arts. D'autre part, elles vivaient souvent sous la protection d'hommes influents, rois, dignitaires, riches marchands. Et là, la frontière entre le service sacré, le patronage artistique et quelque chose de tout à fait différent devenait effrayamment flou. La société les percevait différemment, certains avec révérence, d'autres avec envie, et d'autres encore avec condamnation, car elles ne rentraient pas dans les cadres habituels. Elles n'appartenaient pas à un seul homme dans le mariage traditionnel. Leur vie était dédiée au temple et à l'art, ce qui, dans un monde patriarcal, engendrait de nombreux bruits et conjectures. Leur liberté était à la fois leur force et leur vulnérabilité, et cette vulnérabilité s'avéra mortelle. Lorsque les colonisateurs britanniques arrivèrent en Inde, ils apportèrent avec eux des conceptions entièrement différentes de la morale, de la religion et de la société. Et ils virent les Devadasis et ne comprirent pas. Ils ne virent pas la profonde spiritualité, n'apprécièrent pas le summum de l'art. Ils ne virent que ce qu'ils voulaient voir, un groupe de femmes ne se conformant pas à leurs normes,
liés à des temples qu'ils cherchaient à contrôler ou à abolir. Et ils leur apposèrent une étiquette terrible et dénigrante, prostitution religieuse. Pour eux, ce n'était pas un service, mais un vice sous le couvert de la foi. Et à partir de ce moment commença une campagne de destruction ciblée et impitoyable. Des lois furent adoptées interdisant le service des Devadasi dans les temples. Les temples qui les soutenaient furent privés de financement ou fermés. La pression sociale devint insupportable. Une tradition ancienne, complexe et unique fut frappée par un moralisme étranger et puritain, qui ne voyait aucune différence entre la danse sacrée et la débauche pécheresse. Ce ne fut pas un simple déclin, ce fut une catastrophe. Un fil millénaire fut rompu. Les Devadasi, privés de leur rôle, de leur foyer, de leur statut, furent contraintes de chercher des moyens de subsistance. Beaucoup se retrouvèrent dans une misère effroyable. Certaines furent réellement contraintes à la prostitution, non par choix, mais par désespoir. Les connaissances accumulées pendant des générations furent menacées d'extinction. Les cours des temples se turent. La danse divine, qui était leur vie, fut reléguée à la clandestinité ou presque oubliée. Quelle monstrueuse ironie que le fait que ces femmes mêmes, que les autorités coloniales tentaient d'effacer de la surface de la terre comme porteuses d'une pratique immorale, furent en réalité celles qui préservèrent pour l'Inde son inestimable héritage culturel, la danse classique Bharatanatyam et de nombreuses formes de musique traditionnelle pendant leurs heures les plus sombres. Et jusqu'à présent, nous ne pouvons que déplorer ce qui a été perdu à jamais. Derrière les murs somptueux des palais de l'Orient arabe, dissimulés aux yeux des simples mortels, existait un monde d'intrigues incroyables, de luttes féroces et de puissances étonnantes. Ce n'était pas seulement un foyer pour les épouses et les concubines du souverain. C'était l'harem, un système social et politique des plus complexes, le cœur des empires, pulsant de passion et d'ambition cachées. Dans l'Empire ottoman, dans le califat abbasside, partout où régnaient de puissants padishahs et califes, la reine n'était pas un lieu d'oisiveté, mais un véritable champ de bataille. Imaginez cette scène, des centaines de femmes, chacune avec un destin unique, une beauté ou un talent, rassemblés sous un même toit. Parmi elles des odalisques et des concubines. Leur chemin ici commençait souvent par le bas, par l'esclavage ou la misère. Mais pour certaines, ce n'était pas un point final, mais seulement le début d'une ascension. Comment? Pas seulement par la beauté, bien qu'elle ouvrît, sans aucun doute, de nombreuses portes. L'intelligence, l'éducation, le talent devinrent les principales armes. Les jeunes femmes étaient formées à la musique, à la poésie, aux langues, et parfois aux subtilités de la politique. Chaque vers appris, chaque langue maîtrisée, c'était un échelon vers le haut dans cette hiérarchie officieuse. Ce n'était pas qu'une salle de classe, c'était une école de survie où le savoir valait de l'or. Car il pouvait apporter non pas seulement la faveur, mais le pouvoir. Et la lutte pour ce pouvoir était impitoyable. À l'intérieur du harem, les intrigues bouillonnaient, les complots sourdaient. Chaque femme rêvait de devenir favorite. Mais le but principal était bien plus grandiose, donner naissance à un fils, le futur héritier du trône. La mère de l'héritier, ce n'est pas une simple femme. C'est une reine sans couronne, une figure capable d'influencer le destin de tout un empire. Souvenez-vous de Roxane, l'esclave slave, devenue l'épouse légitime du sultan Soliman le Magnifique et dirigeant de Fel Empire, ou de Xem Sultan, mère et régente de plusieurs souverains ottomans, dont le mot pouvait élever ou destituer des vizirs et des pachas. Ces femmes, enfermées dans la cage dorée du harem, tiraient les ficelles dont dépendait l'avenir de millions de personnes. Ce n'était pas seulement une dispute pour l'attention du sultan, c'était un jeu avec la mort, où l'enjeu n'était pas seulement leur propre vie, mais aussi le destin de leurs enfants. Mais il y avait une autre forme de pouvoir, qui ne nécessitait pas la naissance d'un héritier ou l'ourdissage d'intrigues en coulisses. Un pouvoir né de la force des mots. Dans un monde où les femmes étaient souvent privées de leur voix, c'est le mot qui devenait leur bouclier et leur épée. Les femmes conteuses, gardiennes d'histoires et de légendes anciennes. Et l'exemple le plus frappant, le plus légendaire bien sûr, Scheherazade. Imaginez sa situation, chaque aube peut être la dernière. Une sentence de mort pèse sur elle. Et que fait-elle? Elle raconte des histoires. Mais ce ne sont pas de simples contes. Ce sont des récits ingénieux, captivants, qu'elle interrompt au moment le plus intéressant, forçant le cruel roi Shahriar à retarder l'exécution encore et encore. Jour après jour, nuit après nuit, sa vie ne tient qu'à un fil. Et ce fil, c'est le plus mince fil d'une histoire inachevée. Scheherazade est la preuve vivante que l'intelligence, l'éloquence, la capacité à captiver l'attention peuvent devenir une arme redoutable, capable non seulement de sauver une vie, mais aussi de transformer le tyran le plus puissant. Son histoire, ce n'est pas une simple belle légende. C'était un hymne à la force de l'esprit féminin et à la survie. La preuve que même dans les conditions les plus désespérées, le mot peut devenir un pouvoir absolu. Nous avons l'habitude de parler des courtisanes, de femmes d'une beauté incroyable et d'un esprit vif, capables d'influencer les rois, de mener des intrigues politiques et de rassembler autour d'elles toute la haute société. Mais que se passerait-il si l'on inversait cette histoire? Qu'est-ce qui se cachait dans l'ombre des palais somptueux et des appartements interdits?
Lorsque les hommes devenaient l'objet du désir et la source du pouvoir, oui, le monde les a aussi connus les équivalents masculins des courtisanes, les favoris, dont la beauté, le charisme et la ruse changeaient le cours de l'histoire. Imaginez la cour impériale de Chine enveloppée de soie et d'intrigues. Là, parmi des milliers de serviteurs et de concubines, apparaissaient les Lanxi de jeunes hommes dont la proximité avec le Fils du ciel n'était pas un simple service. C'était un jeu d'influence subtil où les traits délicats du visage, les manières exquises et la capacité à mener une conversation savante ouvraient les portes à des richesses incalculables et un pouvoir réel. Un faux pas pouvait coûter la tête, mais le triomphe portait à des sommets vertigineux. Transportons-nous dans l'Inde exotique. Ici, dans les somptueux palais des Rajas, ne brillaient pas seulement les danseuses. Il y avait aussi des hommes, des interprètes virtuoses, dont l'art de maîtriser le corps et la voix enchantait les souverains. Parfois, cette proximité dépassait le cadre de la scène, devenant une source d'influence personnelle. Et parfois même, elle se dissolvait entièrement dans le monde mystérieux des Ijrars, ce qui brouillait les frontières du genre, devenant objet d'un désir particulier, souvent tabou, tout en jouant un rôle rituel important. C'était un monde où la beauté et l'altérité se confondaient, donnant naissance à un pouvoir d'un genre particulier. Mais, sans doute, la manifestation la plus frappante et dramatique de cette force se trouve dans les cours européennes. Ici, on les appelle des favoris, des hommes choisis par le monarque non seulement pour leur service, mais pour leur attachement personnel, pour cette chimie insaisissable qui les rendait indispensables. Leur principale qualité, bien sûr, l'apparence jouait un rôle, mais la véritable monnaie était le charisme, l'art d'écouter et de dire exactement ce que le souverain voulait entendre, une brillante éducation permettant de discuter des affaires d'État et, bien sûr, une ambition sans précédent. Souvenez-vous de Georges Villiers, duc de Buckingham, qui, d'un noble inconnu, s'éleva au sommet du pouvoir anglais grâce à l'attachement passionné du roi Jacques. Ce n'était pas une simple carrière, c'était une ascension fulgurante, frappante par sa vitesse et son audace. Imaginez, hier, vous n'étiez personne et aujourd'hui, les ministres tremblent devant vous. La reine veut et les trésors du royaume affluent dans vos mains. Que ressentait cet homme? Un triomphe enivrant? Une peur paranoïaque d'une chute inévitable? Probablement les deux. Son influence était si grande qu'elle affectait la politique internationale, les guerres et le destin de millions. Et les enjeux, la mort ou la gloire immortelle. Et qu'en est-il des acteurs kabuki au Japon, surtout pendant les premières périodes? Leur beauté et leur talent sur scène suscitaient non seulement l'admiration, mais aussi un désir fort, souvent interdit. La société établissait des cadres stricts, mais la réalité était plus complexe. Ces hommes devenaient des muses, des amants, des objets de passion, inspirant l'art et donnant naissance à toute une sous-culture. Leur vie oscillait entre l'adoration publique et une existence cachée, où l'art s'entremêlait avec l'érotisme et le danger. Leurs histoires restent souvent moins étudiées que celles des grandes courtisanes, peut-être parce que le désir masculin, surtout sous ses formes, était encore plus tabou, encore plus dissimulé. Ces hommes ne vendaient pas seulement leur beauté ou leur service, ils vendaient l'accès à eux-mêmes, leur loyauté, leur capacité à être cette consolation, ce soutien, cette unique personne à qui pouvait se confier celui qui était au sommet du pouvoir. Ils étaient des miroirs pour leurs protecteurs, parfois déformants, parfois reflétant parfaitement leurs désirs et leurs peurs les plus profonds. Leur influence était silencieuse, personnelle, mais non moins destructive ou créatrice pour autant. C'était un monde de pouvoir, de séduction et de risques inouïs. Un monde caché derrière la façade des convenances, mais qui déterminait le destin des empires. À travers le brouillard des siècles, à travers la fumée des intrigues de palais et le murmure des chambres secrètes, elles apparaissent ces femmes dont le pouvoir était précaire, mais l'influence colossale. Des maisons empisées de l'Orient ancien, où naissaient sous un soleil de plomb les premiers mythes des enchanteresses. À travers les somptueux salons de la Renaissance, baignant dans les soies et les poisons, et jusqu'aux salons éclairés d'Europe, où les destins des empires se décidaient autour d'une partie de cartes. Elles étaient là. Les cultures se succédaient, les langues s'oubliaient. Mais leur art restait inchangé, l'art d'être désiré. Mais quel était cet art? Pas seulement la beauté, non. La beauté n'était qu'un ticket d'entrée. C'était une maîtrise virtuose de l'essence même du désir. La capacité à éveiller non seulement la chair, mais aussi l'imagination. À mêler la sensualité à l'éclat de l'intellect, la passion à l'art le plus subtil du dialogue. Imaginez un roi, là du fardeau du pouvoir, de l'hypocrisie de la cour. Et soudain cette femme, elle n'écoute pas seulement, elle comprend. Elle rit de ses blagues de manière à rendre le monde plus léger. Elle débat avec lui de philosophie, faisant travailler son cerveau différemment. Elle cite des poètes dont il avait depuis longtemps oublié les vers. Elle tout un monde enveloppé de soie et de mystère, promettant non seulement le plaisir, mais aussi l'inspiration. Elle le faisait se sentir non pas comme un souverain, mais comme un homme, un artiste, un penseur. C'était précisément son arme, la capacité de voir l'âme et de lui parler dans sa propre langue,
tout en attisant le feu du désir. Mais le prix de ce don était monstrueux. La société, les déifiant le jour, les maudissait la nuit. Muse, inspiratrice, mais aussi sorcière, briseuse de foyer, celle qui assèche le trésor et corrompt la vertu. Leur position était aussi fragile que le ver vénitien. Un seul mot de travers, un regard envieux, un faux pas et d'une favorite royale. Vous deveniez une paria dont le nom était souillé de boue. Rappelez-vous ces histoires, le chuchotement des accusations, la disgrâce soudaine. La chute des sommets de la grandeur directement dans l'abîme de la misère ou de l'oubli. Qu'est-ce que cela signifie vivre en sachant que votre vie, votre sécurité, votre avenir ne tiennent qu'à un fil, au caprice d'une personne, à un ragot, à une intrigue politique dans laquelle vous n'êtes qu'un pion beau, mais facilement brisable? C'était une lutte constante. Une lutte pour le droit d'exister, pour le droit d'influencer. Pour le droit non seulement de survivre, mais aussi de prospérer. Elle se battait, intrigue, étudiait, lisait, écoutait. Devenait plus intelligente que les hommes les plus célèbres de leur temps. Elle utilisait leur beauté comme une clé, mais leur véritable force résidait dans leur esprit, leur volonté et leur compréhension de la nature humaine. Elle n'attendait pas passivement la faveur, elle la formait, la dirigea. Jouait sur les cordes des ambitions et des passions d'autrui. C'était un jeu avec des enjeux incroyablement élevés. Perdre signifiait la catastrophe. Et nous voici au XVIe siècle. Les palais ont été remplacés par des plateformes numériques. Les rois par des millions d'abonnés. Qu'est devenu cet art ancien? Il n'a nulle part disparu. Il s'est simplement transformé. De la favorite murmurant des mots à l'oreille du monarque dans une pièce secrète. Nous sommes passés à la reine de l'attention dans le monde numérique. Désormais, ce n'est plus une influence sur un seul homme, aussi puissant soit-il. C'est une influence sur les masses. La capacité de capter les regards de millions de personnes, de susciter l'admiration, l'envie. Le désir non plus par des conversations privées dans un boudoir, mais par un écran scintillant. La position est-elle toujours fragile? Incroyablement. Un scandale, une photo ratée, un mot imprudent et vous n'êtes plus au sommet. Mais sous un déluge de haine, les enjeux sont toujours aussi élevés seulement maintenant. Ce n'est pas seulement la réputation et l'argent, mais aussi la santé mentale, la vie privée. La possibilité même d'exister dans ce nouvel espace public impitoyable. L'art éternel d'être désiré, il est vivant. Il change de visage, change de scène, mais son essence demeure, captiver l'imagination. Mêlant le désir à l'esprit et au jeu. Des courtisanes du passé aux divas de la modernité, c'est la saga de femmes qui ont osé utiliser leur pouvoir dans un monde créé par les hommes, et dont l'histoire est à la fois une tragédie de vulnérabilité et un triomphe de pouvoir. Incroyable, incontestable.